Il y a un podcast que j'aime beaucoup écouter, c'est celui des Gentilshommes. C'est une émission dans laquelle trois amis, Dan, Connie et Pascal, se réunissent avec une invitée pour parler de relations hommes-femmes. Dans cette vidéo, je vais à la rencontre des Gentilshommes pour une discussion libre sur les relations amoureuses, sur l'engagement, sur la passion. Donc c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'elle est plus longue que d'habitude. Donc je vous invite à vous installer au calme pour la regarder. Et surtout, chose très importante, si vous aimez mes vidéos et que vous préférez les écouter en format audio, eh bien, je vous invite à taper L'Homme Expliqué dans votre application de podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Salut les gars, donc je suis aujourd'hui avec les Gentilshommes, donc Connie, Pascal et Dan. Salut. Hello. Salut Yann. Ravi de vous retrouver, ça fait bizarre d'être en mode podcast filmé et je suis super content de vous voir. Nous aussi, ça nous fait bizarre. Donc là, vous avez enregistré combien d'épisodes sur les Gentilshommes ? 59, c'est ça ? 56, on en a enregistré 56 et on a, à la diffusion, on est à peu près au 50e là bientôt. D'accord. Ah bah c'est bien. Alors, il y a une question que je voulais vous poser pour démarrer, c'est avec tous ces épisodes que vous avez faits, toutes ces femmes que vous avez rencontrées, ces discussions que vous avez eues, selon vous, à votre sens, c'est quoi la problématique qui se dégage le plus chez les femmes qui viennent participer à votre émission ? Bonne question. Déjà, est-ce qu'il y a une problématique qui se dégage Ils n'avaient pas prévu de réfléchir, les mecs. Moi, je dirais que en fait, justement, la problématique qui se dégage le plus, c'est que chacun a sa propre problématique. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai l'impression dans toutes les 50 invités qu'on a eus, c'est vrai qu'il y a vraiment plein de cas particuliers et chaque histoire est vraiment très différente en fait. D'accord. Après, il y a des tendances qui peuvent se C'est ça. Est-ce dégager, qu'on voit une récurrence de quelque chose ? Ça peut être un sentiment, ça peut être une posture, ça peut être... Il y a un truc qui revient. Il y a un truc, c'est sûr, elles sont toutes différentes, mais il y a un truc qu'on a noté, peut-être parce que ça nous intéresse aussi, c'est que dans la phase de séduction, il y en a beaucoup qui sont très, très... Il y a deux. Dans la phase de séduction, où il y a deux éléments qui reviennent, dont elle parle souvent. Je généralise, je dis elle entre guillemets, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est l'humour. Elles sont très sensibles à l'humour. Elles disent que c'est un moyen de séduction qui marche très bien. Et ça, c'est marrant parce que chez les garçons, c'est pas un truc qu'on va chercher à cultiver. C'est vrai ça. On va tout de suite penser à du physique, on va tout de suite penser à du symbolique, genre ouais, t'as la montre, t'as le truc, t'as les pecs, t'as le... Mais alors l'humour... Ouais, c'est vrai. Où tu le trouves ? Comment tu le cultives ? Alors, d'un autre côté, ce que tu dis là, je pense qu'on va en débattre, c'est l'apparence physique. On a enregistré très récemment un épisode sur la beauté, un nouveau sur la beauté, et notre invitée nous a énormément surprise parce que elle nous a dit, moi, ce que j'aime, c'est les gars qui sont un peu ronds, un peu gros, et c'est eux qui me séduisent. D'accord. Et en fait, c'est tout ça aussi le truc dans les Gentilshommes, comme tu sais, c'est que il y a des clichés. Il y a beaucoup de stéréotypes et on essaie de les tester. Et en fait, on s'est rendu compte sur la durée qu'il y a une question d'âge souvent. C'est-à-dire que les stéréotypes ont la peau dure quand on est relativement jeune, 16 ans, 20 ans, 25 ans. Et que plus nos invités entrent dans l'âge, plus on casse les stéréotypes. D'accord. Tu vois ? Parce qu'elles vont essayer à cause de l'expérience peut-être. L'expérience, bien sûr. Toi, tu sens pas ça avec tes invités à toi ? Moi, je pense que ma chaîne, elle s'adresse avant tout aux femmes, mais c'est une chose qu'on peut observer aussi bien chez les hommes et chez les femmes. Je pense que quand on est autour de la vingtaine, on est beaucoup dans la représentation. On a des images qu'on nous montre, que la société nous montre, qu'on voit sur Internet, sur Instagram. Enfin, les médias changent en fait. On n'a pas les mêmes médias, nous, notre âge, que les jeunes de 20 ans aujourd'hui. Mais en fait, on nous projette quelque chose, on se dit bon, c'est ça qu'il faut que je sois, c'est ça qu'il faut que je teste, c'est avec ce genre de personnes qu'il faut que c'est ça qui doit m'attirer en fait. Et peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être remarqué ça chez vos auditrices, mais voilà, Et même pour aller plus loin que ça, on a beaucoup parlé souvent de l'impact de la pornographie. Ouais. Et vraiment beaucoup. Oui. C'est-à-dire que on se rend compte au moins. Alors ça, c'est moins dans la séduction que dans le rapport sexuel, évidemment. Mais que ça formate énormément les garçons et les filles qu'on a rencontrées nous ont dit souvent qu'elles en souffraient. Ouais. C'est-à-dire que cette image, la position de la femme dans la pornographie, d'accord, qui est très objectisée en fait. Voilà, rentrons pas dans les détails, mais l'idée c'est que c'est ça, c'est que on se rend compte que la pornographie joue un énorme rôle assez négatif dans les relations hommes-femmes, parce que ça fige les choses et ça les fige d'une manière qui correspond ni à l'un ni à l'autre. Ouais. Alors, est-ce que toi... Non, mais moi, ça me donne envie de poser une question. Vous, selon votre expérience, mais votre expérience d'homme en général, comment vous, qu'est-ce que vous conseilleriez qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une femme, par exemple, sachant que
la plupart des femmes se trouvent doivent affronter ce problème. Mon mec regarde de la pornographie. Il consomme de la pornographie dans notre couple. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est quoi votre avis, vous, là-dessus? Vas-y, Pascal. Tu avais l'air de vouloir partir. Vas-y, Pascal. Je ne vais pas répondre, c'est Pascal qui va répondre. C'est compliqué. Non, mais je sais. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que on se rend compte que c'est le dialogue qui prime. Ouais, le dialogue le plus important. Exactement. Moi, je dirais regarder à la limite des films porno, mais à deux. Bien sûr. Ouais. Et parlez-en, en fait. Parce que le pire, et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment de le regarder chacun dans son coin et de se dire, il faut que je fasse comme ça. Et que de mais... croire, en fait, que c'est du vrai, alors que c'est pas du vrai. Non, mais après, ça dépend comment tu regardes du porno. Moi, quand je regarde du porno, c'est pas pour apprendre quoi que ce soit, c'est pour... Oui, mais après, toi, tu as quand même une expérience aussi. Une certaine expérience. Si tu as 20 ans ou même moins, en fait, tu as beaucoup moins d'expérience et tu peux penser que ça c'est dépend comme comment ça, et pourquoi tu consommes du porno. Moi, je pense aux femmes qui suivent ma chaîne et qui font le constat que leur homme regarde du porno et qui ont cette sensation, elles prennent ça un petit peu comme pas comme une tromperie, mais en se disant, voilà, tiens, il me fait pas autant d'amour, pourquoi il regarde du porno à côté, je comprends pas. C'est autre chose. Pour moi, le porno, c'est pas incompatible avec une relation de couple. Je sais pas ce que tu leur dis, mais tu vas nous dire ce que tu leur dis. Mais nous, d'expérience qu'on a, c'est faut en discuter, quoi. Exactement. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, les gars, parce que à partir du moment, en fait, où tu inclus l'autre là-dedans, t'as pas ce côté il fait ça sans moi. Parce que je pense que les mecs, ils ont ce réflexe dans un premier temps en se disant bon, ça va pas être très bien vu, je vais pas en parler. Nous, on n'aime pas parler. De toute façon, on n'aime pas parler. Je pense qu'on peut. Enfin, je fais une grosse généralité. Non, mais vous parlez beaucoup parce que vous faites un podcast, et là, je fais un peu une généralité. Mais c'est vrai que les hommes, on leur fait toujours un peu ce reproche. Ils ont du mal à communiquer sur les choses. Et donc, je pense que les mecs commencent à regarder ça dans leur coin. Et ils vont pas avoir plus t'attends, en plus c'est bizarre de le faire, quoi. Ouais. Mais par contre, de le regarder ensemble, je pense que ça peut être un truc intéressant. J'invite d'ailleurs, je vous invite à le faire. Mais d'ailleurs, ça peut être les femmes qui peuvent être à l'initiative de ça. Moi, je pense que c'est pas une chose qui va perturber les mecs. Encore une fois, je fais une généralité, mais les hommes sont, enfin, on va dire que la plupart des mecs ont l'habitude de regarder du porno. Ils vont sûrement être 95% des mecs, j'en sais rien. Mais ils vont être ouverts, c'est pas un truc qu'ils vont fuir. Ouais. Et ça peut ouvrir la porte à plein de choses intéressantes également. Et je trouve que c'est bien. Ouais, Tu dis ça aux nanas que t'as, tu leur dis, mais allez regarder des pornos avec votre mec ou soyez force de proposition. Tu arrives à leur dire ça? Mais bien sûr. Et comment elles réagissent? Mais moi, le principe, c'est que dans mon travail, les gens viennent me voir pour que je leur dise les choses franchement. Vraiment franchement. Savoir que quelqu'un qui pue de la gueule, je vais lui dire. Et c'est bien parce que j'ai cette distance quand les gens viennent travailler avec moi, j'ai cette distance avec eux qui fait que voilà, je rentre pas dans un mode où je suis sympa et je suis là pour être sympa. Je suis là pour en fait vraiment donner avoir un regard extérieur et donner des solutions. Donc à partir de là, oui, je peux tout dire. Il y a pas de souci. Il y avait un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est la question de l'engagement. Non, je pense que c'est une des problématiques principales. Je pense que toi t'es. Parce que c'est en plus quelque chose qui t'avait beaucoup marqué. On a fait un podcast dessus avec Louisa, qui est revenue en SAV après, l'engagement. En fait, même plus que ça, le truc qui revient assez souvent, c'est la différence plutôt entre la rencontre et l'engagement. C'est-à-dire que dans toutes les filles qu'on a rencontrées, la rencontre, il y en a pour qui c'est très simple, il y en a pour qui c'est très compliqué, mais on a tout le panel. Ça dépend de quoi, ça, selon vous? Je sais pas. Attends, je finis l'histoire. Pardon. Et à contrario, l'engagement, quasiment toutes elles ont du mal. Ouais. Alors que voilà. Tu veux dire oui. Alors même les filles qui vont avoir la rencontre facile parce qu'elles maîtrisent les outils ou parce qu'elles ont peut-être, je sais pas, du bagou ou alors elles ont du bagou. On va dire rencontres où elles sont peut-être plus mignonnes, on va dire selon les clichés que d'autres. Mais alors que l'engagement, même pour une fille hyper jolie ou une fille qui est très demandée par plein de mecs et une fille qui galère un peu plus. C'est plus compliqué en fait. Même la fille très jolie, en fait, elle va galérer pour que le mec reste, quoi. On est tous face à ce problème. Et alors moi, j'aurais quand même tendance à dire aussi que les mecs, enfin ça là, c'est pas dans le podcast, mais moi, les mecs autour de moi que je connais qui sont célibataires, ils sont un peu en face du même problème. Je sais pas si vous avez aussi des exemples. Pas très. Peut-être pas autant que les filles, mais j'ai l'impression que c'est en fait un problème en général. C'est qu'on est un peu dans ce côté, on consomme, on surconsomme. Et en fait, on a du mal à se dire, en fait, j'aime bien cette personne et je reste, quoi, parce que je me dis, c'est pas grave, il y a peut-être mieux ailleurs, mais en fait, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que c'est un mécanisme déjà qui est pas trop mis en avant. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, en fait. On n'a pas une image où on nous dit
c'est cool de s'engager, c'est bien de s'engager. Oui, on va dire c'est plus sexy, soi-disant, de faire 1000 rencontres, de passer du coq à l'âne, de faire une rencontre dans un pays et après d'aller autre part, machin. Alors que juste d'être en couple, c'est tout de suite un peu, enfin malheureusement, c'est un peu presque ringard, quoi. Ouais. Dans un sens. Alors qu'en vrai, ça l'est pas du tout, quoi. Enfin, regardez Nico, par exemple. Non, mais c'est pas ringard, je veux dire, t'es heureux. Enfin, tu peux être heureux, alors tu peux aussi être heureux sans être en couple. La difficulté de ces nanas qu'on rencontre, c'est le passage de l'un à l'autre. Oui, c'est le passage à l'engagement qui est difficile. Et on l'a vu avec Louisa, qui est vraiment... Elle a dit, mais moi, je voudrais m'occuper, j'ai envie de m'occuper de quelqu'un et tout. Mais elle dit, il n'y a aucun mec que je rencontre qui veut s'engager avec moi. Alors, il y a encore cette histoire d'âge aussi. C'est qu'elle avait 37 ans, 37 ans, et que dans sa tranche d'âge, elle avait moins de choix. Tous les mecs, il y a beaucoup de mecs qui sont pris. C'est problématique. Ouais. Elle nous avait fait tout un comparatif de nombre de filles, de garçons qui valait mieux si on était une fille célibataire. Je crois que je l'ai entendu ça. Ouais. Elle disait là il y a plus de garçons, plus de filles et tout. Mais voilà, ça lui pose un problème. Et tu crois que c'est que ça, c'est que la question de l'âge ou qu'est-ce qui peut déclencher ça, l'engagement ? Vous êtes ou vous avez été en couple dans votre vie. Et à quel moment vous avez basculé, vous êtes dit tiens ça clique. Il y a comme un mécanisme, et clac, j'ai envie de m'engager avec cette femme. C'est spontané en fait. En fait, il y a pas de question justement. Il y a pas de. On se dit ça coule de source. Mais je dirais quand même qu'il y a un moment le truc où tu te dis, au bout d'un moment, j'ai connu le fait d'être célibataire et d'enchaîner entre guillemets les rencontres, les Tinder, les machins. Et en fait, tu te dis évidemment, tu peux toujours te dire. Mais on avait eu l'image, moi je disais à l'époque, quand on a commencé le podcast, j'étais encore célibataire, je crois. Oui. Célibataire, pardon. et justement, j'expliquais que pour moi, le fait d'être en couple, je voyais ça comme t'es dans un couloir, en gros, et on te montre des boutiques avec des bonbons et des sucreries à côté. Ouais. Et en fait, on te dit, bah non, il faut marcher tout droit et il faut pas aller prendre un bonbon par là. T'as pas le droit de mettre ta main dans la, voilà, exactement. Dans la bonbonnière. Et en fait, aujourd'hui, je le vois différemment parce qu'en fait, c'est quand même... Ce que je te disais à l'époque, c'est que en fait, dans les mains, t'as un super paquet de bonbons. T'as un super paquet de bonbons. Moi, tu sais, je suis en couple, je suis marié depuis je suis en couple depuis plus de 14 ans avec la même femme. Ouais. Et je lui dis, mais en fait, le paquet de bonbons que t'as, il est super chouette. Et puis plus t'avances et plus il te plaît et plus c'est chouette. Et finalement, les paquets de bonbons qu'il y a sur les côtés, t'y vas pas. Ils sont peut-être chouettes aussi, mais au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de se dire que toujours tout est chouette partout ailleurs. En fait, peut-être que ça vient un peu avec l'expérience ou avec, je sais pas, avec une certaine maturité. Alors, je sais pas si on est mature, mais ce qu'on a ressorti des podcasts et qui va avec notre expérience personnelle, c'est que aussi il y a un moment où Dan il a raison. Il dit il y a un moment où ça y est, t'as fait ton expérience. Et il y a un jour où tu dis bah ouais, cette fille, elle est bien pour moi. Je suis très bien avec elle. Tout est très bien. Alors, il y a un deuxième truc qu'on a ressorti aussi beaucoup, c'est l'effet, je peux dire l'effet papillon, non, c'est pas ça, c'est la passion amoureuse versus un engagement, l'engagement quotidien. Exactement, et en fait, toute la problématique de ça, c'est si tu as eu cette passion au début, c'est comment ça se transforme et ça reste de l'amour d'une autre manière. Au quotidien. Je suis sûr que ça, c'est un problème. Mais moi, ça, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'en parle beaucoup parce que je pense qu'on n'est pas éduqué à ça, en fait. On nous montre beaucoup la passion amoureuse et c'est ce que nous, on reconnaît comme amour. Alors que le mot amour, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est un mot où il y a plusieurs états dedans et on commence par... la plupart des rencontres commencent par un état de passion amoureuse qui est vraiment quelque chose de... On a une espèce d'amour, entre guillemets, chimiquement pur. On est fusionnel. Voilà, c'est ça. Et on a une espèce de roller coaster d'émotions et c'est quelque chose qui est très agréable à vivre. Mais effectivement, après, on passe sur une... On a ces deux temps-là, en fait. On a ce temps de la passion, on a l'engagement qui va venir qui va être porté par la passion. Et après, on a ce moment où cette chimie-là, elle s'arrête, entre guillemets, et on n'est plus gaga de l'autre, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de normal et il faut le dire aux gens. Ouais, mais c'est un passage qui est vachement difficile. Il y a plein de mecs peut-être de filles qui se disent ah bah non, je suis plus gaga, ça veut dire que je l'aime plus. Exactement, en fait, c'est ça. Ah bah non, il faut que j'en trouve et puis en plus j'allume mon téléphone et il y a plein et là il y a plein de boutiques comme tu dis avec des bonbons machin, et c'est facile, effectivement, c'est facile. Et en plus ça brille parce que c'est sur Instagram et puis avec des filtres et tout, tu dis ah ouais, c'est ouf. Et ça te paraît mieux que ce que toi tu as parce que tu dis bah moi j'ai pas de filtre dans ma vie, là je vois waouh, comment ça a l'air génial, là ils vont bruncher là, ils font ça, waouh, ils vont en voyage là, etc. Exactement. On se compare beaucoup.
serais curieux de savoir les femmes que tu as, est-ce que tu les emmènes vers un couple comme ça et qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je suis obligé d'avoir un discours un peu réaliste et de dire, voilà, chez la plupart des personnes, la passion amoureuse, ça va durer un certain temps. C'est quelque chose qui a été très étudié par les scientifiques, donc ça va être, je vais faire une généralité, mais ça va être environ 1 an. Il y en a, ça va être 8 mois, 6 mois, il y en a, ça va être un peu plus. Mais en fait, tu peux pas rester en permanence dans un état d'extase. Ça va à l'encontre de la définition même d'extase, en fait. Et du coup, tu es obligé de préparer ce moment-là, en fait. Et le problème que les gens ont la plupart du temps, c'est que la passion décide pour eux. C'est-à-dire que quand on fait une rencontre, on va accéder facilement à cet état de passion amoureuse, donc ça va forcément être génial, même si la personne, c'est pas un bon partenaire pour nous. Et on se retrouve avec cette personne, et à un moment donné, clac, ou chez lui, ou chez moi, il y a cette passion amoureuse qui s'arrête, et là on arrive dans... on a ce passage qui est difficile, où on doit aller sur quelque chose de plus profond et plus durable, mais aussi un petit peu plus sage. Je pense qu'on peut qualifier ça de sage, en termes d'intensité d'émotion. Et ça demande un travail aussi, et il faut amener des projets là-dedans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si on n'a pas choisi la bonne personne, on se réveille à côté de quelqu'un, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai aussi bien pour les femmes que pour les hommes, ça. En fait, plus mon couple a avancé et plus je trouve que les valeurs, c'est important. C'est vraiment on n'y pense pas trop, en fait. Au début, on n'y pense pas. Pas du tout. C'est ça, c'est un truc auquel tu ne penses pas du tout et qui est fondamental. Et quand on a parlé de faire muter la relation, en fait, il a fallu s'accrocher à des choses quand la passion passe. Ouais, c'est exactement et ça. Et en fait, les valeurs, ça a été très important. Et même de façon assez surprenante, les goûts, non. Beaucoup moins. On a des goûts en commun. Tout à fait. Mais c'est pas les goûts qui ont fait notre couple. Ouais. J'ai des goûts. Voilà, j'ai des goûts. Quand tu parles de goût, ça veut dire quoi, genre ce que t'aimes, par exemple, goûts, les films, culturels. Culturel, ouais. Oui, c'est vrai que les goûts, ça peut être beaucoup plus large que ça. On a un peu le cliché, d'ailleurs, qui a été amené, je pense, par certains trucs de rencontres, comme d'algorithmes, là. Je sais pas si on peut dire, adopte un mec. Tu peux, bien sûr. Où justement, tu dis, moi j'aime bien les films, les comédies, et j'aime bien le hard rock. J'aime bien, tel type de film. Et du coup, tu te dis, il y a une fille qui va te liker parce qu'elle se dit, ah ouais, lui aussi, il aime tel groupe. Et en fait, c'est un peu absurde. C'est absurde pour de vrai. Moi, typiquement, ma copine, en ce moment, on n'a pas du tout les mêmes goûts et on s'entend hyper bien. Et justement, elle me fait découvrir des trucs. Moi, je lui fais découvrir des trucs. Et après, moi, j'ai déjà connu des filles qui avaient le même goût que moi. Et en fait, c'est chiant. Alors après, ça peut être bien aussi, mais je pense qu'en effet, c'est pas très important, comme tu dis. C'est pas le plus important. Mais les valeurs, c'est vrai que ça, pour le coup, je suis très d'accord avec. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, c'est ce que je dis aux personnes avec qui je travaille, c'est qu'effectivement, des goûts. En fait, tu prends un exemple tout bête. 2 personnes qui adorent le même artiste et qui se rencontrent, ils vont être contents d'adorer les Rolling Stones, par exemple. Puis au bout de 5 minutes, comme ils connaissent tous le sujet par cœur, la conversation, elle s'essouffle. Alors que 2 personnes qui ont des goûts différents, ils vont apprendre l'un de l'autre. Et quand on prend des couples qui ont une longévité, si je prends par exemple les couples autour de moi qui ont une grande longévité, on va dire 10, 15, 20, 25 ans, à la base, ils se trouvent des goûts en commun en étant ensemble. Mes parents, par exemple, se sont trouvés des goûts en commun en étant ensemble, mais à la base, leur passion et ce qui les occupe le dimanche est complètement différente. Et alors, qu'est-ce qu'elles te disent, elles, les filles, quand elles comprennent qu'il va leur falloir un mec bien pour elles? Ça peut être quoi leurs critères? En fait, moi, je les invite à se poser la question, justement, à prendre un papier, un crayon, à prendre du temps pour soi, chose qu'on a de moins en moins tendance à faire parce qu'on aime bien avoir il y a ci, là, il y a ça, il y a de l'agitation, c'est bien, il faut aller boire des coups, il faut aller au théâtre et tout. Alors qu'en fait, parfois, c'est bien de rester chez soi, de prendre un crayon. Ok, j'ai rencontré 10 hommes dans ma vie. Bon. Je vais faire un petit peu la liste de ce qui a bien marché, ce qui a mal marché et à quels endroits en fait il y avait de la friction, à quels endroits ça coinçait. Et à partir du moment où on commence à faire ce travail, on va forcément voir des choses qui vont ressortir et qui sur notre propre comportement. Parce qu'en fait, on est toujours, à chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, on va voir des magasins de bonbons. Donc en fait, on est systématiquement, moi quand je vois un truc sucré, je vois un paquet de M&M's, j'ai envie de mettre la main dedans, j'ai envie d'en manger. Ouais, ok, mais ça se fait, c'est pas le bon M&M's pour toi. On fait pas notre propre histoire en fait, on fait pas ce travail de se dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'étais avec tel type de mec? Cette situation, je la connais déjà. Bon, ok, qu'est-ce que je vais changer du coup? Parce qu'en fait, tant qu'on continue, on connaît bien cette phrase, on l'entend partout, continue à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à avoir ce que tu as toujours eu. Et la question, tu dis que les personnes se disent qu'est-ce que je vais faire pour changer, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de changer?
ils vont pas nécessairement changer, c'est juste qu'en fait ils vont éviter de retourner, enfin ils vont éviter en fait que de répéter le même cycle. Et il y a toujours, effectivement, Pascal, il y a toujours cette question, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez également là-dessus, c'est il faut être naturel. Les femmes disent beaucoup ça, il faut être naturel. Oui. Il faut être naturel, et est-ce que le fait... Moi j'ai ma façon de penser à ce sujet. Est-ce que le fait de réfléchir un petit peu avec qui on va et qu'est-ce qu'on fait, ça te rend moins naturel? Bah, c'est peut-être ta nature de réfléchir, en vrai. Donc du coup, c'est naturel. Enfin, moi, je sais que ma nature, c'est de réfléchir. Et quand je fais quelque chose, je réfléchis à ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Enfin, je n'agis pas n'importe comment. Donc c'est une nature comme une autre. Moi, le coup du naturel, c'est que justement, par rapport au changement, c'est que je trouve qu'il peut y avoir une opposition entre être naturel et changer. Et tu vois, être naturel dans une relation, c'est peut-être arriver à ce que quand tu as fait ta liste, tu retrouves ce que tu dis, là, tes points de friction. Et au final, ça se trouve, les points de friction, c'est ta personnalité. Mais du coup, est-ce qu'il faut changer? Mais quand tu changes, tu n'es plus naturel. Tu vois, il y a un équilibre, je trouve. C'est comment on fait, quoi. Moi, je dirais pas que changer, c'est pas naturel. Essayer quelque chose de différent, on pourrait dire en fait que c'est naturel. Et d'ailleurs, en fait, votre podcast... finalement, c'est ça. L'écouter, moi je m'en rends compte épisode après épisode. En plus, ça résonne avec mon travail. Donc, mais j'imagine quelqu'un qui s'intéresse à votre podcast, il est en train de s'informer. Et en fait, il démarre une réflexion. Enfin, ça invite en fait à la réflexion sur soi-même. Merci. Non, c'est vrai, il faut le dire. Cool. Alors, c'est chouette, mais c'est rare parce que je trouve que, moi, c'est une démarche que j'ai, c'est une démarche qu'on a. La preuve, on a fait le podcast. Mais je trouve qu'on n'est pas si nombreux que ça à avoir cette démarche d'avoir une réflexion sur nous-mêmes et de se dire qu'effectivement le premier des changements à avoir, c'est le changement sur nous-mêmes. Et du coup, je sais pas où est la fin de cette phrase, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le début était sympa. Non, mais... moi, je parlerais plutôt d'adaptation en fait, parce que le changement, je trouve ça vachement fort sur un caractère, truc profond. Et c'est vrai que quand on écoute un podcast, cette adaptation, ça mijote en nous en fait. T'écoutes un truc, t'entends un son de cloche, un autre son de cloche, tu fais le mix des deux, puis tu travailles sans t'en rendre compte. Mais mine de rien, on peut dire aussi que c'est travailler sur soi, s'intéresser à... En tout cas, c'est le but du jeu. Enfin, c'est le but du jeu de notre podcast, c'est ouvrir au dialogue. Et ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas... vous restez neutre, en fait. Vous laissez la personne s'exprimer, vous n'êtes pas... C'est son point de vue. Ouais, c'est le but. Oui, c'est le but. Enfin, nous, c'est ce qu'on veut. C'est quelque chose que... Enfin, je sais que nous, on le fait parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. On parlait d'engagement tout à l'heure, et sachant que mes vidéos sont regardées par les femmes, et que vous avez rencontré beaucoup de femmes dans le cadre de votre podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire, justement, pour les femmes qui ont des difficultés à faire s'engager un homme? Je sais que moi, j'aimerais bien entendre votre version à vous. Je veux dire. Non, mais oui, mais quelque chose qui... Mais en fait, moi, je dirais, alors, c'est mon avis, mais c'est vraiment, c'est un peu, parce que justement, on parlait de rester naturel, et ça veut pas dire, grand chose, mais... C'est vrai que ça noie un peu le poisson. En fait, je pense vraiment de rester naturel, mais surtout, en fait, de pas demander à l'homme de s'engager, en fait, je pense. Mais vraiment juste d'être à la cool et pas de lui demander la fin... Enfin, moi, je dis toujours la fin de l'histoire. Parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi, en fait, parce que ça m'est arrivé justement de draguer des filles et de les rencontrer, et je voulais les accrocher et ça n'a pas marché. Et j'en discutais avec un pote qui me disait, mais en fait, tu veux savoir la fin de l'histoire. C'est que tu veux tout de suite qu'elle te dise, oui, c'est bon, je vais rester avec toi. En fait, il faut être à la cool et faut laisser le mec, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va me rappeler ou pas. Mais en fait, si je lui demande pas, si je suis pas dans l'attente, peut-être qu'il y aura plus de chances qu'il revienne. D'accord. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que... Alors, il y a 90% de moi qui est complètement d'accord avec toi, mais mais il y a 10% mais ouais, non, mais en fait, il y a une partie déjà, moi, le côté rester naturel, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que si ton naturel, c'est d'être un con, tu vois, non, mais du coup, peut-être qu'il faut pas rester naturel dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça aussi, donc c'est... Non, mais c'est difficile, on s'en rend pas toujours compte. On s'en rend pas toujours compte, mais à un moment donné, je dis con, mais comme ça peut être autre chose, ça peut être un autre défaut, ou ça peut être autre chose qui fait que quand tu restes ton naturel, en fait, t'es peut-être insupportable, et peut-être que les mecs, ils se disent, non. Donc il y a ça, donc la question du naturel se pose vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, il faut vraiment se dire... c'est quoi mon naturel? Et je sais plus avec une personne, est-ce que mon naturel c'est d'être un relou, tu veux dire? C'est ça, si ton naturel c'est d'être un relou, peut-être qu'il faut s'adapter, peut-être que là il faut mais là, si évoluer, on parle changer. fille, donc si le naturel de la fille c'est d'être une relou,
faut qu'elle se calme. Il faut qu'elle s'interroge et qu'elle se dise voilà, qu'est-ce que je veux plus, être une relou ou être en couple, quoi. Et c'est dur pour la personne qui est relou parce que d'avoir ce regard sur soi, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est horrible aussi. Donc de toute façon, c'est toujours subjectif aussi. Donc, mais moi je rejoins ce que tu dis, Pascal, sur la naturelle, parce qu'en fait, quand on te dit sois naturel, ok, ne change jamais dans ta vie. Non. Reste la même personne de 20 ans à 40 ans. Exactement. Au contraire, mais je pense qu'il faut se laisser évoluer naturellement. Oui. Alors, on évolue naturellement avec nos expériences. C'est-à-dire, quelqu'un qui se prend 10 fois la porte dans la gueule, à un moment donné, il va se dire tiens, peut-être qu'il va falloir que je mette ma tête ailleurs. Mais justement, tu vois, tu dis un truc qui est vrai, même personne 20 ans, 40 ans, pour moi, si on est la même personne à 20 ans et à 40 ans, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. On évolue, on change, comme tu dis, on se prend des portes dans la gueule. On ne peut pas être la même personne à 20 ans qu'à 40 ans. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et après, je ne sais pas comment gérer entre le naturel, comment en avoir conscience ou pas en avoir conscience, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que par rapport au regard qu'on a sur soi-même, c'est qu'il y a le côté, moi je dis, si ton naturel c'est d'être relou, c'est hyper facile à dire derrière un micro, mais le pire, c'est d'avoir un naturel relou et de s'en rendre compte et de ne pas être capable de changer et de se dire putain, je suis relou, je suis chiant, j'y arrive pas, mais comment faire pour changer? Et j'imagine que c'est des situations qui sont difficiles. Il y a une solution, tu fais appel à un coach. Il est en train de faire ta pub. Non, mais en fait, Yann sur YouTube. Sans forcément parler de mon travail, de toute façon, il y a des gens qui vont s'en rendre compte par l'expérience. Ça va prendre plus ou moins de temps. Il y en a qui vont avoir la chance d'être très bien entourés, d'avoir des feedbacks, d'avoir des parents, d'avoir des machins. Il y a des gens, ils vont faire un travail un petit peu plus dur sur eux. Ils vont passer par. Il y en a, ils vont avoir besoin d'aller voir un psy. Il y en a, ils vont passer par du coaching. Enfin, il y a plein d'axes en fait différents pour se remettre en question et avancer. C'est différentes formes de dialogue, j'ai l'impression quand même, non? Ouais, c'est différentes formes de dialogue, mais bon, qui ont toutes. Souvent, les gens qui. Par exemple, quelqu'un qui va chez un psy et quelqu'un qui vient chez moi, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis pas psychologue, j'ai pas du tout de diplôme dans ce domaine, et je ne cherche pas à faire la même chose, mais c'est quand même des gens qui, à la base, veulent résoudre des problèmes pour eux. Tu cherches pas à faire la même chose, mais peut-être que le point commun avec le psy, c'est que tu les écoutes. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de. C'est vrai. Et moi, c'est aussi une sensation que j'ai, c'est qu'on est à l'écoute. Ouais. Enfin, on est à l'écoute. On est à l'écoute, et quand nos invités viennent, on est vraiment à l'écoute. Tu vois, là, tout à l'heure, on a fait un enregistrement. Ce que je disais, il y a eu un long moment où je disais rien, parce que j'écoutais en fait. Et c'est chouette. Et il faut se laisser écouter. Faut se laisser, faut écouter. Et je pense que les gens devraient cultiver ça. D'ailleurs, je trouve que c'est le bon moyen de terminer cette interview, plutôt ce dialogue. Si vous voulez écouter Les Gentilshommes, eh bien, c'est très simple. Vous allez sur n'importe quelle application de podcast. Spotify peut-être, j'imagine. Spotify aussi. Partout, vous tapez Les Gentilshommes, vous vous abonnez, Exactement. vous écoutez. Moi, j'ai mes épisodes préférés. Je sais que. C'est quoi ton épisode? C'est celui avec le prince charmant. Vous avez interviewé une femme, mais qui était beaucoup d'humour, d'une drôlerie et d'une intelligence fulgurante. Beaucoup d'humour. Franchement, je l'ai réécouté une deuxième fois. C'est pour vous dire. Bravo. J'étais en vacances et je me suis dit tiens, je vais le réécouter. Donc voilà, abonnez-vous à l'émission, écoutez, dites-leur en commentaire ce que vous en pensez, partagez avec un max de gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à remercier Les Gentilshommes en commentaire. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Enfin, moi, je vous dis à bientôt. Je vous écouterai le soir dans mon lit pour m'endormir. À bientôt, Yann. Merci. Salut. Ciao.